Un raid en pleine nuit, un président arrêté et une crise internationale qui éclate. Aujourd'hui, on décrypte ensemble le raid de Caracas, une opération qui a véritablement rebattu les cartes de la géopolitique mondiale. Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin à Caracas, le calme plat. Et soudain, tout bascule. Une opération militaire d'envergure se déclenche et elle va faire la une des journaux du monde entier. Ce que les sources racontent, c'est un scénario, digne d'un film d'action. On parle de 200 soldats des forces spéciales lourdement armés qui prennent d'assaut le palais présidentiel. La nouvelle de ce raid a provoqué une onde de choc immédiate, et ce, partout dans le monde. Alors forcément, la grande question qui se pose, c'est pourquoi ? S'agissait-il vraiment d'une question de sécurité, ou est-ce qu'on est plutôt face à une prise de contrôle pure et simple ? Pour y voir plus clair, il faut se pencher sur les motivations, qui sont, on va le voir, totalement contradictoires. Et là, on a deux versions qui s'affrontent. D'un côté, il y a la version officielle de la Maison-Blanche. Le raid était une action nécessaire pour la sécurité nationale, pour neutraliser les menaces. De l'autre côté, les critiques, y compris de grandes puissances mondiales, y voient quelque chose de beaucoup moins noble. Une tentative à peine cachée de mettre la main sur les immenses réserves de pétrole du Venezuela. Et cette idée de prise de contrôle pétrolier, elle ne sort pas de nulle part. Elle est renforcée par une déclaration assez explosive, attribuée au président. Il aurait suggéré que les revenus de millions de barils de pétrole finiraient sous son contrôle personnel. Pour beaucoup, c'est la preuve que le mobile, c'était l'économie, bien plus que la sécurité. Pour justifier cette action, la Maison-Blanche a sorti de son chapeau une version modernisée de la doctrine Monroe. C'est une vieille politique américaine qui, historiquement, a servi à justifier leurs interventions en Amérique latine. Cette doctrine Monroe 2.0, c'est une façon de réaffirmer la domination américaine dans la région et de contrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie. Mais l'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux frontières. Non, le raid de Caracas a aussi provoqué un véritable séisme politique et juridique aux États-Unis même. Et au cœur de la tempête, une question fondamentale. Le président avait-il le droit d'agir seul ? Avait-il l'autorité d'ordonner une telle action militaire sans l'accord du Congrès ? C'est une question qui a déclenché une controverse énorme, même au sein de son propre parti. Tout ce débat juridique y tourne autour d'une loi clé, le War Powers Act. C'est une loi fédérale qui est là en principe pour limiter le pouvoir du président d'engager le pays dans un conflit sans l'aval du Congrès. Donc les opposants ont crié à la violation de cette loi, tandis que la Maison-Blanche, elle, a maintenu que le président avait tout à fait le pouvoir d'agir de son propre chef. Et ce qui est intéressant, c'est que l'opposition n'est pas venue seulement du camp adverse. Non, 5 sénateurs du propre parti du président ont brisé les rangs. Ils ont voté pour limiter son autorité. C'est un signe très fort de la division profonde que cette décision a créée, même chez ses alliés. Au final, le Sénat a voté une résolution par 52 voix contre 47 pour limiter les pouvoirs du président. Attention, cette résolution n'avait pas force de loi, c'était plus symbolique. Mais quel symbole! C'était une véritable réprimande de la part du Congrès. Et la réaction de la Maison-Blanche. Le défi, pur et simple. Ils ont déclaré que ce War Powers Act était, selon eux, une loi inconstitutionnelle. Ça met vraiment en lumière ce conflit de longue date entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sur la question de qui, au fond, a le droit de déclarer la guerre. Maintenant, sortons des États-Unis parce que l'impact du raid de Caracas a été bien sûr mondial. Il a provoqué une condamnation quasi générale de la part de la communauté internationale. Et quand on dit quasi unanime, on pèse nos mots. Des organisations internationales comme les Nations Unies et l'Union européenne, des grandes puissances comme la Chine et la Russie, et même des alliés historiques des États-Unis comme la France, tous ont dénoncé ce raid comme une violation flagrante du droit international. Mais la critique la plus virulente est peut-être venue de la Chine. Ils ont qualifié l'opération d'acte de piraterie des temps modernes. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté « Nous ne faisons pas affaire avec des voleurs ». C'est une claque diplomatique d'une rare violence. Alors on peut se demander pourquoi les États-Unis semblent si peu s'en soucier. Eh bien, il y a cette analogie qui circule, celle du chien qui aboie après un train. Elle illustre une réalité géopolitique assez brutale. La supériorité militaire écrasante des États-Unis leur permet souvent d'ignorer les protestations diplomatiques. Bon, alors, quelles sont les conséquences de tout ça sur le long terme ? Dans cette dernière partie, on va voir comment ce raid a redessiné l'échiquier géopolitique et ce que ça implique pour l'avenir de l'ordre mondial. Ce tableau résume bien le conflit de vision. On a 3 logiques qui s'affrontent. La Maison-Blanche qui met en avant la sécurité nationale, le Sénat américain qui insiste sur le respect de la Constitution, et enfin, la communauté internationale qui défend le principe de la souveraineté de chaque nation. Ces 3 visions contradictoires sont au cœur de la plupart des grandes tensions géopolitiques actuelles. Et c'est là qu'on arrive à un paradoxe. En voulant affirmer leur puissance, les États-Unis pourraient, au final, affaiblir leur propre influence. En agissant de manière unilatérale, ils poussent les autres pays à chercher des alternatives.
Le système de paiement des BRICS, par exemple, c'est une illustration parfaite de cette tendance. Les pays cherchent de plus en plus à créer des institutions qui ne dépendent pas des États-Unis. Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question fondamentale. Quand les lois d'un pays, les traités internationaux et les ambitions géopolitiques s'entrechoquent, qui décide des règles du jeu? La réponse à cette question, c'est elle qui dessinera le monde de demain. Et les événements de Caracas nous montrent que la partie est loin, très loin, d'être jouée.